Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, je suis ravie, mais alors vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le soleil arrive, dans le studio aussi, le soleil est éclairé par aussi nos invités prestigieux. Avec aujourd'hui, nous allons on s'intéresse à Pascal Gallet. Bonjour Pascal. Bonjour Anne. Pascal, célèbre concertiste, musicien, pianiste de renommée internationale. Et on s'intéresse aussi, Pascal, à un sujet qui vous tient à cœur, particulièrement à cœur. Un sujet, on va dire peut-être à 3 sujets, en tout cas à 2 compositeurs dont vous rendez aussi la mémoire. André Jolivet, avec lequel vous avez vraiment fait, je pense, une vraie rencontre. Notamment avec son œuvre qui vous a mené, on verra dans un deuxième temps, mais sur un vrai chemin qui fait que aujourd'hui vous en êtes le spécialiste mondial et unique, en tout cas de son œuvre. On s'intéressera aussi à Ernest Luguet, compositeur savoyard dont vous rendez mémoire aujourd'hui. Et enfin, nous nous intéresserons aussi à un festival qui vous tient à cœur de parler, le festival Musique Trans-Rhône. C'est bien ça? Exactement. Bravo. Merci. Alors, on est aussi en présence de Lionel Berthet. Bonjour Lionel. Bonjour Anne. Tu es aussi habitué à venir de temps en temps dans nos émissions pour partager aussi avec tous les auditeurs sur des sujets, notamment en lien avec l'histoire de la Savoie. Tu pourras aussi dans cette émission nous parler de ce compositeur, Monsieur Luguet, dans un deuxième temps. Alors Pascal, pour parler un petit peu de votre parcours, donc vous êtes savoyard, oui. Vous êtes né en Savoie, oui. Et très jeune, en fait, à l'âge de 10 ans, vous connaissez déjà les plateaux télé autour du piano, vous recevez beaucoup de prix, vous rencontrez très vite le succès. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Comment cette rencontre s'est faite avec la musique? Alors déjà, j'ai commencé le piano pas si jeune que ça, j'avais 7 ans. C'est pas exceptionnel, il y a des enfants qui commencent bien plus tôt que ce que je n'ai fait. Mais après, les choses se sont accélérées. Les choses se sont accélérées parce que j'ai eu la chance de rencontrer des grands artistes qui étaient mes maîtres, avec qui j'ai travaillé. Je pense à Eliane Richepin, je pense à Paul Crapy, je pense à Yvonne Loriot, à des gens comme ça dont je parlerai dans une autre partie. Mais j'ai encore des souvenirs. Je me souviens effectivement à l'âge de 10 ans donner mon premier concert. Malheureusement, les enregistrements, on les a pas retrouvés. Mais à cette période, j'ai pu participer à une émission de télévision qui était sur Antenne 2 midi. C'était un samedi, je me souviens, et c'était l'émission sur les enfants précoces et très doués en musique ou en sport, etc. Et je me souviens encore de cet ancien magasin à Chambéry qui s'appelait Les Dames de France, je crois que c'est ça, non? Oui, tout à fait. Et ma mère m'avait acheté pour l'émission un joli pull. J'avais un pull de toutes les couleurs, donc pour la télévision, il fallait que ça flash un peu. Voilà. Et nous voilà partis avec mon premier prof de piano, Paul Crapy, à Paris. Alors, l'émission se passe et le journaliste me pose la question. Et là, nous avons l'enregistrement de cette émission. C'est extraordinaire de savoir que j'avais 10 ans. Après avoir joué à la télévision une mazurka de Chopin et une valse de Chopin en direct, le journaliste me dit mais plus tard, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je lui réponds, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que quelques années plus tard, je vois un peu le cheminement. Je lui dis, la musique me plaît beaucoup, j'aimerais en faire ma profession. Ah, déjà. Au lieu de dire ma profession. Un enfant de 10 ans, je n'avais pas tout à fait. Quel beau lapsus. Exactement. Donc, voilà, c'est assez révélateur de toute ma vie après Futur. Et je me souviens encore, en sortant des studios, être avec mon prof de piano et
on s'est retrouvés dans l'ascenseur, et il y avait une grande dame qui était là, avec des longs cheveux, et qui m'avait écouté. Moi, je l'ai pas reconnu, parce que j'étais plus jeune, et mon premier prof de piano était devenu tout rouge, parce qu'il avait reconnu cette grande dame. Et cette dame me dit dans l'ascenseur, écoute, je t'ai écouté dans ton morceau de Chopin, avec en roulant les airs comme ça, tu iras très loin. Et elle met sa main sur ma tête comme ça. Et moi, je la regarde comme ça, et je demande à mon prof de piano, mais c'est qui cette dame? Mais il s'agissait d'Alida. Ah. Trop là. Incroyable. Voilà. Donc là, 10 ans. Et hop, 4 ans après, je rentre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, en piano. Et vous recevez beaucoup de prix? Pas tout de suite. Ah oui. Pas tout de suite, parce que ce sont toutes les années de formation, de travail, d'apprentissage, oui, et puis surtout les allées et venues entre Chambéry et comment dirais-je, et Paris. J'ai vu l'évolution de toutes nos gares, que ce soit Lyon-Pardieu, Chambéry, la gare de Lyon, je connais par cœur. Maintenant, on peut jouer. Vous jouez d'ailleurs sur les pianos mis à disposition. Un jour, je l'ai fait. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Je dis, Pascal, vous acceptez de jouer là? Et alors? Mais la musique est à tout le monde. Et puis, je vais vous dire, je savais pas quoi faire. Et en plus, comme ça m'empêche de fumer et je joue mon piano. Voilà. C'est joli, c'est joli. Alors, est-ce que vous étiez dans une famille de musiciens ou pas du tout? Absolument pas. Absolument pas. Du côté de mon père et de ma mère, il y avait des musiciens d'autres générations, mais mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Absolument pas. J'avais mon parrain qui aimait beaucoup le piano. C'est grâce à lui d'ailleurs. C'est lui qui m'a mis vraiment les mains sur l'instrument quand j'avais 6 ans et demi et 6 ans. Et à 7 ans, j'ai vraiment commencé sérieusement. Voilà. En tout cas, c'est un sacré destin que vous avez, que vous parcourez, c'est vrai que c'est une vraie, pas une profession, mais une procession quand on voit votre parcours à travers le monde. Vous savez, je dis toujours à la radio, très souvent, lorsqu'on fait de la musique, c'est comme un sacerdoce, c'est-à-dire que on donne toute une vie à la musique. Alors, nous sommes dans une société d'image et de paraître. Il faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de servir la musique et non pas de s'en servir. Réfléchissez bien, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même approche. Je ne fais aucune critique à certains de mes collègues, mais c'est un petit mot comme ça que je lance comme cela. Alors vous parlez aussi de l'humilité devant un chef-d'œuvre, devant une partition, et vous avez même fait le parallèle avec la magie finalement qui va s'opérer, avec finalement cette position humble où finalement vous allez rendre peut-être avec un certain éclat. Finalement donner en fait cette possibilité d'entendre donner cette possibilité de toucher, on va dire, la magie d'un morceau. Votre question est large. Lorsqu'un interprète que je suis pas compositeur, mais lorsqu'un interprète s'intéresse à une œuvre, la première chose, il essaye de déchiffrer la partition. D'accord? Donc il a les quelques pages sur le piano, il déchiffre la partition, mais vraiment déchiffrer, c'est-à-dire déchiffrer les notes, essayer de voir quelle est la teneur même de l'œuvre. Pour l'interprétation, quelquefois on se trompe, on se plante complètement, on est complètement à côté. C'est pour ça que il faut beaucoup d'humilité et de temps pour mûrir une œuvre. Et après, c'est au travail de l'interprète, justement, par l'humilité et la modestie, de se poser la question, comment le compositeur voyait-il telle ou telle œuvre? Imaginons une sonate de Beethoven. Quand Beethoven a écrit, je ne sais pas, la sonate au clair de lune, comment voyait-il ce premier mouvement? Vous savez qu'il fait sol, do, mi, fa.
espèce de marche funèbre. Et avec ce final qui va très très vite, avec mes grands élèves que j'ai actuellement à Marseille et à Paris, je leur fais travailler ce final de piano en leur expliquant le début de l'œuvre, le compositeur. On imagine Beethoven happé par ce sentiment de marche funèbre qu'il y a dans ce premier mouvement, et puis cette fuite en avant de ce final qui va vers une finalité où il y a une espèce de violence qui est dans ce final, où justement Beethoven a voulu traduire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que dans chaque œuvre et chaque compositeur, un compositeur laisse effectivement ses sentiments. Il y a aussi la dimension spirituelle d'une œuvre, et tout cela. Et ça, c'est chez un interprète, on n'arrive pas à comprendre tout de suite le message. Mais c'est à nous de se poser la question, comment le compositeur voulait-il et voyait-il cette œuvre? Alors, bien évidemment, vous faites appel aussi à ce qu'on appelle le style et la culture même de l'interprète. C'est-à-dire qu'on ne joue pas Bach comme on jouerait Chopin, Schumann, ou encore moins comme on jouerait Jolivet, Messiaen ou d'autres compositeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'est une question de style. Et là, l'interprète arrive à ce moment-là, avec sa culture, son bagage musical, pour se poser la question, bon, très bien. Alors, il y a ça comme note. Il a donné telle indication, donc les nuances, vous savez, c'est comme un peintre. On va dire que la nuance chez un peintre, c'est la couleur. Dans la musique, c'est les nuances. Et puis, il écrit quelques annotations dans l'interprétation, accelerando, moderato, modéré, presto, lent, etc. Donc ça, c'est des indications d'interprétation. Et après, c'est à l'interprète à faire une espèce de concentré de son bagage à lui en tant qu'interprète, mais de concentrer de ce que voudrait le compositeur. Et là, c'est là où est toute la subjectivité de cet art qu'est la musique. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que cet aspect subjectivité qu'est la musique. On soumet des idées, voilà. Parce que là, quand on vous entend, en fait, on a l'impression que finalement, vous rentrez en contact d'une certaine manière avec l'âme du compositeur. C'est ce que j'essaye, et c'est ce que nous essayons. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse finalement au premier sujet qui vous tient à cœur, parce que forcément, j'ai envie de faire le lien à ce moment-là, qui est le compositeur André Jolivet, pour lequel donc vous êtes spécialiste mondial. Vous avez travaillé 5 ans pour rendre enregistrer l'intégrale. Ouais. Donc je me dis, quand pendant 5 ans en fait on travaille avec, puisque je dis bien avec, un compositeur, j'ai l'impression de quelle manière on n'est pas empreint de tout ce qu'il est. Oui, exactement. Alors je vous cache pas, chère Anne, que la première année, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est mon label Maglone Musique. Donc un label, c'est une maison de disques qui est distribuée donc et qui travaille avec Naxos, le très important distributeur mondial. La rencontre, comment ça s'est fait? Bon, voilà, le directeur artistique de mon label vient me voir. J'écoute Pascal, moi j'aimerais bien que tu t'intéresses à ce compositeur, étant donné que tu as été un élève d'Yvonne Loriot, la femme d'Olivier Messiaen, grand compositeur français, qui a créé avec André Jolivet le groupe Jeune France, qui était un groupe extrêmement influent dans les années 50 et qui était un peu là pour contrer la domination totale de Pierre Boulez en matière de création de musique contemporaine. D'accord? Donc dans ce groupe, il y avait Messager, Jolivet, Messiaen, etc., Honegger, etc. Bon. Et mon label me dit, mais Pascal, pourquoi tu t'intéresserais pas à ce compositeur? Alors, je dis, écoute, je vais voir, je vais commencer à déchiffrer les œuvres. Là, je l'ai appelé 3 jours après, je me sens pas capable d'enregistrer ça. Tu comprends, moi qui suis habitué à Messiaen, c'est pas Messiaen, Jolivet, très compliqué. Au niveau rythmique, c'est une musique monstrueuse, quoi. Comme il était. Un homme extrêmement exigeant, d'une dureté et rudesse aussi à la fois dans la vie. Et puis, le temps a passé. J'ai continué à travailler mon piano. Et finalement, les mois ont passé
Et je me suis acclimaté et adapté au répertoire de Jolivet. Alors, je fais le premier disque. Fatigué, après, c'est quand même une œuvre. Il y a dans ce premier disque les 8 pièces pour piano, il y a Cosmogonie, il y a d'autres œuvres, la sarabande sur le nom d'Erik Satie. Justement, Satie, c'est l'anniversaire l'année prochaine. Erik Satie, n'est-ce pas, vous connaissez le grand compositeur français, quand on fêtera les 100 ans de sa mort en 2025. Et d'autres œuvres. Et surtout, il y a les Manas de Jolivet, qui est une des œuvres majeures du compositeur français. Bien, le temps passe, les récompenses au niveau de la presse écrite tombent, les unes après les autres. Diapason d'or, etc., choc de Classica, etc. Et ça, je dis, bon, très bien, mon travail est récompensé, très bien. Quelques semaines après, mon label me rappelle, Pascal, entre nous, ça te va tellement bien. Et si tu faisais l'intégrale, tu serais le seul pianiste au monde. Alors je faisais complètement fou. C'est pas possible. Ça, je pourrais pas. C'est pas possible. Et j'ai commencé à travailler. Dans ce deuxième disque, il y a les danses rituelles. Il y a plein d'autres pièces extrêmement importantes chez Jolivet. Et il y a les 2 sonates. Il y a la deuxième sonate. La première sonate est dans le dernier disque. Je m'y suis mis, j'ai travaillé, le disque est sorti, ça a continué, grands éloges au niveau de la presse écrite, même chose. Et puis après, le troisième disque a été l'aboutissement de toutes ces années, où ce troisième disque, il n'y a que 2 œuvres. La première sonate, pour piano seul, et le concerto. Le concerto où j'ai eu le privilège, vraiment l'honneur d'enregistrer avec l'un des meilleurs orchestres européens et l'un des meilleurs orchestres allemands que la Duisburg Philharmonic. Et un grand chef qui a eu l'audace de me faire confiance avec mon agent canadien à l'époque qui a poussé pour que cet enregistrement se fasse. Et bien je me souviens encore arriver à Duisburg en Allemagne et jouer dans la Mercaton Hall, c'est une grande salle qui fait 3000 places. Et d'arriver ce jour-là, je prends l'avion à Roissy, c'était pas le jour du concert, c'était la première répétition, et l'avion a eu 2 heures de retard. Et malheureusement, je devais passer, heureusement j'avais pris un avion assez tôt, je devais passer à 20h pile sur la télévision nationale allemande, en direct, en pleine répétition. Je suis arrivé, écoutez bien Anne, je suis arrivé avec le taxi, à 19h30, j'ai balancé mes valises dans la chambre, le taxi m'attendait, bam, il m'a emmené à la salle, je suis arrivé à 8h moins 10, la télé, bam, 8h en direct, premier mouvement, on n'avait jamais répété, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ça, c'était la répétition. Et le lendemain avait lieu le concert et l'enregistrement en live, puisque le concerto de Jolivet a été enregistré en live, en concert. Donc là, c'est aussi un stress, parce que, bien évidemment, vous comprendrez que ils enregistrent en concert, mais en concert, il y a ce qu'on appelle des déperditions, il y a des erreurs, il y a des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit avant le concert ou après le concert, il y a ce qu'on appelle des répétitions supplémentaires. Et c'est là la force des Allemands, c'est de ne pas avoir peur de travailler plus, sans être payé pour justement servir la musique. Nous sommes restés le soir après le concert. Le concert s'est terminé à 22h15 et le chef dit non, ça ne va pas. Dans le final, l'orchestre a fait trop d'erreurs. Et Pascal, ton jeu n'est pas très propre. Oui, maître, vous avez raison, Jonathan. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, donnez-moi 15 minutes. Et là, il y avait la Deutsche Bank, le sponsor qui était là. Ok, on paye. Jusqu'à 1h30 du matin, nous avions avec nous l'équipe de son allemande qui a enregistré le disque. 90 musiciens d'orchestre. Jusqu'à 1h30 du matin, nous avons de nouveau réenregistré pour laisser une version du concerto de Jolivet historique. Quelle est d'ailleurs, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'autres enregistrements. Voilà, avec cette qualité, cette ferve aussi qu'il y a dans cet enregistrement. Ça devait être très très impressionnant. Oui, parce que
sur le coup, je me disais, mais c'est pas possible, ils vont jamais rester jusqu'à minuit ou 1h30 du matin. Ils sont restés jusqu'à 1h30 du matin. C'est fantastique. Ouais. Et ce côté perfectionniste, vous l'avez dans votre par nature aussi, non, dans pas votre forcément. Manière de travailler. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais un grand feignant, comme tout le monde. Je n'aime pas me fatiguer. Je suis fatigué. J'ai pas trop envie de travailler mon piano. Mes élèves aussi, je vois bien mes grands élèves, c'est pareil. Ils sont toujours un peu flemmards, etc. Mais j'ai appris avec mes maîtres cette exigence artistique que je ne montre pas parce que je suis quelqu'un qui reste extrêmement humble et modeste dans les rapports, alors que si je pourrais me le permettre, vous comprendrez, avec les gens que j'ai rencontrés, vous savez, dans ma vie, lorsque j'avais 18 ans, j'ai notamment dormi chez les Messiaen, c'est-à-dire chez Yvonne Loriot et Olivier Messiaen. J'ai encore le souvenir à 18 ans qu'Olivier Messiaen, un matin, me fait une omelette. Ça, c'est inoubliable. Ou le maître me fait une omelette. Non, il a pas assez à manger, il faut lui 9 œufs. Et Yvonne me dit, non, il est trop gros comme ça, c'est pas possible. Pourquoi j'ai dormi chez Yvonne Loriot et Olivier Messiaen, puisque je travaillais le lendemain avec eux, je préparais un grand concert dans le cadre du Festival d'Avignon, le Centre Acante. C'était un centre important et très influent qui était dirigé par Claude Samuel, l'éminent critique musical et musicologue. Nous devions donner l'intégrale des catalogues d'oiseaux dans la cour du Palais des Papes à Avignon. Et moi, je jouais la Roussrolle effarvate, qui est une œuvre qui fait 84 pages et qui dure 33 minutes, plus le Merle bleu, extrait du catalogue d'oiseaux, le Chocard des Alpes. Et donc, je devais travailler avec le maître. Et je sais pas si vous savez, vous imaginez, à 18 ans, lorsque vous avez à gauche Yvonne Loriot, mon prof de piano, et à droite, le maître, Olivier Messiaen, qui me disait, Pascal, tu joues pas assez fort. Non. Et de l'autre côté, Yvonne qui commençait à crier. J'ai dit, non, ne lui dis pas ça, parce qu'il va forcer, il va épaissir son jeu. Déjà il fait des bêtises à la main gauche. Ah non, mais il y a que toi qui entends les fausses notes à la main gauche. Moi, je les entends pas. Il est adorable, ce garçon. C'est inoubliable, ça. C'est des moments, mais dans la vie de quelqu'un, ça forme quelqu'un. C'est une chance inouïe. J'ai Messiaen qui m'a dédicacé 2 catalogues d'oiseaux. Et puis, après, je fais aussi un lien direct. Là, je coupe les années. La grande chance que j'ai eue de rencontrer Vladimir Cosma, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans, et qui n'est pas, c'est pas un compositeur classique. Compositeur de musique de film. Alors, on en parlera après de Vladimir Cosma. Je voulais quand même finir, en fait, sur ce chapitre d'André Jolivet. Si aujourd'hui, il vous disait quelque chose sur votre jeu, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Qu'est-ce qu'il dirait de votre un conseil qu'il me donnerait ou autre chose, des félicitations? Je pense qu'il me dirait, t'es complètement fou d'avoir fait un truc comme ça, parce qu'il faut être vraiment fou pour jouer et enregistrer les 2 sonates. Je pense qu'il me remercierait. Je pense aussi. Alors, on va marquer la première pause musicale. Un autre compositeur, savoyard, Ernest Luguet, et on se retrouve tout de suite après. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac avec Pascal Gallet, concertiste, pianiste de renommée internationale, qui s'intéresse aussi à des compositeurs, 2 compositeurs. L'un, on a vu dans la première partie André Jolivet. Là, nous allons parler d'Ernest Luguet, dont nous venons d'écouter sa musique. Donc, en avant-première mondiale, si tu me permets, Anne. Parce que le disque n'est pas encore sorti, il sort dans 2-3 jours, tu en as déjà un exemplaire entre les mains, et ce passo d'inspiration espagnole, n'a jamais été enregistré premièrement de son vivant, et donc évidemment n'a jamais été diffusé nulle part à la radio, vous êtes les premiers. D'accord. Alors, quelle est la genèse finalement de ce projet de réhabilitation de la mémoire d'Ernest Luguet, Pascal Gallet? Alors, déjà, pour faire un lien avec André Jolivet,
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais leur nom se termine aussi par ET. Comme les vôtres? Comme le mien, et comme celui de Jolivet, et comme celui d'Henri Collet, un autre compositeur français que j'ai enregistré. Non, je ne sais pas s'il y a un lien, c'est une petite plaisanterie que je... Pour moi, Ernest Luguet, c'est une rencontre et une découverte. Alors, il est savoyard. Il est savoyard, oui. Vous vous souvenez, lorsque je disais tout à l'heure que on déchiffre les œuvres, on apprend les œuvres et on essaye de comprendre même l'essence même qu'il y a dans les pièces. Au début, lorsque j'ai déchiffré la musique de Luguet, j'étais pas tout de suite emballé, dans le sens où je ne voyais pas, je ne comprenais pas la dimension, les choses comme ça. Après, j'ai vraiment pris le temps nécessaire pour la réflexion. Et je peux dire aujourd'hui, ma chère Anne, et je remercierai mon assistant et adjoint dans le cadre de mon festival, monsieur Lionel Berthet, qui, par sa volonté, célérité et force d'action, a déployé une énergie absolument colossale pour trouver des trésors, que ce soit des trésors musicaux ou autres. Je dois dire aujourd'hui, pour moi, je suis en présence d'un compositeur que je mets au même niveau que d'autres compositeurs de cette période-là, c'est-à-dire à savoir Vincent d'Indy, César Franck, Gabriel Fauré, un peu plus tard Debussy, Ravel, etc., Poulenc, etc. Pour moi, Luguet a aussi et autant de place que ces autres compositeurs, car l'intérieur de ce disque, vous l'écouterez plus tard, vous allez être surprise. C'est ce que j'aime dans cette musique, c'est à la fois l'utilisation harmonique et picturale de la musique. Donc, faut pas oublier que Luguet était un agriculteur, un paysan, et qu'il écrivait sa musique sous on va dire, l'inspiration du moment, et donc tout cela toujours inspiré par la nature et par des propres sentiments qu'il avait aussi dans sa vie et pour lui, mais surtout par la nature. Et grâce à Monsieur Berthet, dans ma jeunesse, lorsque j'étais tout petit, j'ai été élevé aussi par un oncle qui s'appelait Constant, je crois, dans une ferme, parce que mes parents travaillaient, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, et je sais ce que c'est que la ferme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'ai retrouvé chez Luguet, dans cette musique, un positif, mais absolument dingue, extraordinaire. Même dans les pièces douloureuses, il y a une espèce d'assise dans la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on voit que c'est un compositeur qui a effectivement l'influence de la terre, de la nature, de la campagne. Voilà, pour moi... Est-ce qu'on peut dire qu'il est en quelque sorte les racines de votre vocation, le lien entre finalement la terre dont vous êtes issu et cette vocation de porter au monde la musique? C'est une rencontre absolument incroyable. Je remercie encore Monsieur Berthet parce que au début, je ne percevais pas cela. Et là, franchement, dans le premier disque qui va sortir bientôt, vous avez le Passo, vous avez Milongue, la marche funèbre, le tombeau de Poignant, qui est une œuvre majeure effectivement de Luguet. Et puis à la fin, il y a tous ces souvenirs radiophoniques où on entend parler Luguet dans les interprétations. Mais je peux dire aujourd'hui, ma chère Anne, après je laisserai la parole à mon assistant, à Lionel Berthet. Je peux dire aujourd'hui, j'annonce une chose, je ne m'arrêterai pas là. Il y a un premier disque, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et je peux vous dire que je vais défendre cette musique, parce que je suis savoyard, et je vais la placer partout où je pourrais la placer, y compris en France, y compris dans le monde entier, parce que je ne joue pas qu'en France. J'ai une grande carrière aussi en Asie, et d'ailleurs, j'ai joué Ernest Luguet, la valse, à Séoul. J'ai joué la valse aussi de Luguet à Shanghai. J'ai joué aussi la valse de Luguet à Tainan, qui est une ville de
Taïwan. Voilà, vous comprenez. Et ça, c'est que le début. Tu as joué d'autres de ses œuvres à Neuchâtel. À Tirana aussi, tu étais l'invité d'honneur du Festival Pianodrome au mois de novembre dernier. Et partout, le public a adhéré à cette musique. La première fois que tu as testé cette musique dans une grande salle, c'était au Théâtre Charles Dulin de Chambéry, alors que tu donnais pour la première fois au monde l'intégrale Jolivet en version pédagogique le 26 novembre 2022. Et là, tu as fait une surprise monumentale au public savoyard en leur annonçant ça. Mais c'était un public qui était pratiquement acquis à cette cause. On connaît un peu notre chauvinisme. Comment tu as réagi quand tu as vu que dans les autres pays, le public était également en osmose avec ça? C'est ce que je disais. Ça m'a complètement interpellé. Je me dis, bon là, maintenant, nous ne pouvons plus sous-estimer la puissance même artistique de ce compositeur. Personne n'a jamais sous-estimé, mais c'est-à-dire que je le fais revivre par mes mains. Je fais revivre Luguet. Oui, vous le ressuscitez. Je le ressuscite complètement. C'est une résurrection car absolument plus personne ne parle de lui pour sa composition. Sur Internet, il n'y a pas de page Wikipédia. On lit simplement qu'il a fondé la Compagnie du Sarto, que je tiens d'ailleurs à saluer, puisque ils sont partenaires d'un grand événement, un grand concert de célébration d'hommage à Ernest Luguet qui aura lieu. Vous pouvez noter la date. Dimanche 6 octobre à 17h au théâtre du Casino Grand Cercle, dans l'antre même où Luguet crée la plupart de ses pièces symphoniques. Bien sûr. Et grâce à la Compagnie du Sarto, à l'Académie de Savoie, donc l'Académie des lettres, des arts, des belles lettres, et des sciences de Savoie, dont Luguet était membre depuis 1970, et également au Lions Club Chambéry, Aix-les-Bains, Doyen, les trois partenaires de ce bel événement qui vont nous permettre de vraiment faire découvrir, je ne peux même pas dire redécouvrir, aux Savoyards leurs compositeurs dont ils peuvent être fiers. Quelqu'un, mais je ne me souviens plus qui, avait dit lors d'une grande réception, c'était peut-être à l'Académie de Savoie, je ne sais plus, l'intronisation d'Ernest Luguet, avait dit: si le Dauphiné peut être fier d'avoir Berlioz, la Savoie peut être fier d'avoir Luguet. Et nous saluons également, dans le cadre de la réalisation de cet album, monsieur Jean-Michel Belin de Château-Brachet, qui est aussi votre partenaire. Tout à fait. Oui, merci à lui. Et j'en profite aussi pour dire aussi, remercier aussi ma fille. Parce que c'est elle qui a fait la pochette. Excuse-moi. Mais c'est une collaboration collective. Oui. Alors, c'est toute une histoire, même. Elle est en Asie en ce moment. Et bon, ça a été, ce disque a une très forte teneur d'émotion. Voilà. En tout cas, on voit aussi tout l'enthousiasme que ça suscite. Lionel Berthet, j'ai aussi envie de vous demander, alors, comment vous l'avez découvert, Ernest Luguet? Oula, mais ce serait une histoire tellement longue, je pense. Il me semble, Jean-Pierre Germain m'a dit qu'on allait faire une émission spéciale juste avant l'émission du 6 octobre. Quand même, pour ceux qui écoutent l'émission, on a quand même envie d'entendre quelques mots au sujet de cette découverte. Alors, la version très courte fait que Pascal me dit 3 semaines avant d'enregistrer le disque Passerelle, qui est pour moi jusqu'à présent le plus ambitieux de sa carrière, qui est sorti en septembre dernier, où il y a la deuxième scène de Rachmaninoff, où il y a les 2 fantaisies concertantes de Vladimir Kosma dont il vous a parlé, il y a le baiser de l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, et 2 créations mondiales des œuvres qui lui sont dédiées. Un compositeur français, Thierry Pécou, et une compositrice chinoise, Cui Yulan. 3 semaines avant, alors que vous imaginez la pression qu'il peut avoir avant d'enregistrer un disque de cette ampleur-là, qui a été enregistré d'ailleurs à Aix-les-Bains, grâce au concours de Luc Détraz de piano et du conservatoire d'Aix-les-Bains. 3 semaines avant d'enregistrer ce disque, Pascal me dit: ça fait 10 ans que ça me trotte dans la tête, mais je t'en ai jamais parlé, je veux faire un disque en hommage à mon département, trouve-moi des compositeurs savoyards qui ont écrit pour le piano. Et ça a été laborieux. Et le hasard fait que non seulement une nuit, je me rappelle d'un livre sur un peintre savoyard qui s'appelait Lucien Poignant, que j'avais lu il y a des années, et il y avait une partition de piano à la fin de ce livre-là, mais à l'époque, quand je l'avais lu, je l'avais simplement emprunté, je n'avais pas du tout relevé. Et je dois aussi saluer Gérard et Nicole Dillenschneider du château de Pombose à Saint-Pierre-de-Curty, qui est le château où Ernest Luguet est né en 1897 et où il est décédé en 1985. Il n'a jamais voulu quitter sa Savoie, ça lui a sans doute fermé de grandes opportunités de carrière. Nicole et Gérard qui ont été entre guillemets les passeurs de mémoire, avec également la présidente Madame Miguet de la chorale La Pierre qui chante, qui a sauvegardé ces partitions qui auraient pu partir à la benne, car au moment du décès du compositeur qui est mort sans héritier, plus personne ne se souciait de ce qu'il avait écrit. Et Nicole Dillenschneider, je me souviens encore, me dit dans un mail fin 2021, il est quand même dommage que ces partitions dorment dans une malle.
Et 3 ans après, mais j'ai encore du mal à réaliser l'ampleur que ça va prendre. Le disque, on l'a reçu ce matin, on l'a entre les mains. Dans 2-3 jours, il part à l'international, aux États-Unis, un peu partout, grâce à Naxos et à UVM. Voilà. Vous en saurez plus dans l'émission spéciale à l'automne prochain, mais c'est ce que je pouvais dire pour résumer. Merci Lionel. En tout cas, je suis impressionnée par tout ce travail que vous réalisez, Pascal, que ce soit pour André Jolivet, pour Ernest Luguet et les autres. Vous êtes finalement partout à la fois sur les plus grandes scènes de tous les pays, et également aussi on peut vous retrouver à travers un festival. Sur une scène improvisée, derrière sur un char tiré par un tracteur, parcourant la campagne, les villages, partageant avec les passants. Je trouve que c'est extraordinaire aussi, parce que finalement vous allez aussi par ce festival, vous avez cette volonté d'aller au plus près en fait des gens, peut-être même dans des endroits où on ne s'attend pas à vous y trouver, et proposer de vivre avec la population, avec les gens, la musique. Parlez-nous un peu de cette aventure aussi. C'est surtout le partage de ma passion, qui est la musique. Alors après, il y a un lien direct, effectivement. Jolivet, Luguet, j'ai parlé de Messiaen aussi, ma démarche artistique, sur l'interprétation, sur la modestie, l'humilité. Ce festival, les Musiques Trans-Rhône, qui avant cela s'appelait les Musiques Trans-Bauges, sont devenus les Musiques Trans-Rhône, puisque nous sommes depuis quelques années. Donc il prend de l'ampleur, voilà. Il s'étend. Et si vous voulez, dans ce festival, l'essence même du festival, c'est la pédagogie. La pédagogie, quand je suis sur mon chariot, avec mon piano, je m'arrête, et la nature m'inspire, tiens, je joue un truc comme ça, et j'arrive dans les villages, alors que très souvent j'ai des gens, c'était extraordinaire l'année dernière, tu pourras en parler, Lionel, mais il y a des gens qui nous ont suivis, je sais pas, il y avait peut-être 200 ou 300 personnes qui suivaient le cortège, parce qu'on va très doucement. Les gens peuvent marcher derrière et entendre, effectivement, Bach, Mozart, Beethoven, Cosma, Badelt, etc. Et là, maintenant, ils vont entendre Luguet aussi. Ça va être quelque chose. Alors ça, c'est une démarche pédagogique. Et puis, la démarche pédagogique aussi, c'est à travers l'association dont Lionel est le président, Musique Transgénération, c'est aussi toutes ces séances pédagogiques que je fais dans les écoles et qui ont pour aussi but, de désacraliser, on va dire, la musique classique, d'aller vers les jeunes, de leur expliquer que c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut travailler. C'est comme partout, c'est comme à l'école, il faut travailler. Dans la vie, si on travaille pas, les choses n'arrivent pas aussi facilement. Et puis aussi, peut-être que vous ouvrez des possibilités là où la musique n'existe pas. Exactement. Il y a 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans, il y avait une petite fille qui apprenait le piano. Et puis, elle vient voir Lionel, ou la maman vient voir Lionel en disant est-ce que vous pensez qu'elle pourrait jouer devant Pascal Gallet, tout ça? Alors elle se met au piano, puis moi je l'écoute, et maintenant c'est une fan de moi sur Facebook, Instagram, enfin la petite, elle est plus petite, maintenant elle a 12-13 ans, mais bon, c'était extraordinaire, et elle continue à travailler le piano, à apprendre le piano, et voilà, on verra, cela crée des vocations aussi. Bien sûr. Et surtout que ce sont les artistes, en l'occurrence toi, qui te déplacent à la rencontre du public. Tu parles de cette petite fille, précisons quand même qu'elle était en maillot de bain. On était sur la plage du plan d'eau du village des oiseaux à Meaux. C'était il y a 2 ans. Mais c'est aussi le côté inattendu qui vient... Ah oui. Oui, c'est assez extraordinaire. Difficile, hein. Je ne vous cache pas que lorsque vous êtes sur le chariot et que vous devez jouer le piano, quand on est ce qu'on appelle sur plan fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déambulation. On s'arrête. Mais le principe aussi, c'est de jouer en déambulation. Et je peux vous dire que jouer du piano sur un chariot qui est tiré par un tracteur ou un autre véhicule, je peux vous dire que pianistiquement, c'est super difficile. Parce que ça bouge. Et la route, elle est pas toujours toute droite, quoi. Donc, il faut s'adapter, et voilà. Et surtout, il y a 3 ans. Et je trouve que ça donne aussi une dimension, ça a une dimension poétique, je trouve incroyable aussi.
Tout à fait. Il y a 3 ans, justement, quand les musiques Strasbourg ont fait étape pour la dernière fois à Aix-les-Bains, c'était 2 chevaux qui étaient devant la scène avec le piano. Et sur les pavés et la place Carnot et tout, techniquement, c'est hallucinant d'arriver à jouer du piano dans ces conditions-là. Alors, j'ai aussi envie de vous entendre concernant la nature, la place de la nature. Parce que finalement, on voit sa place à travers le festival. Luguet, effectivement, aussi était imprégné de nature. On sait aussi que Jolivet était aussi sous l'influence, l'inspiration, notamment avec son cosmogonie. Ouais. Voilà. J'aimerais vous entendre justement réagir par rapport à cette place de la nature dans la musique. On fait aussi le parallèle avec la musique des anges. De quelle manière c'est pas de la musique des anges que vous nous jouez, Pascal? Alors, de toute façon, la nature a toujours inspiré les grands compositeurs. Par exemple, Bach, on dit Bach, dans son Magnificat, il disait que c'était une œuvre justement pour la nature, qui voulait donner une image de la nature par sa musique. La nature l'a inspiré. Beethoven, par exemple, dans la 6e symphonie, la symphonie pastorale, dite pastorale, c'est un hymne à la nature. C'est un hommage à la nature. Je pense à Grieg aussi dans sa suite Peer Gynt, et d'autres compositeurs qui, intrinsèquement ou involontairement, ne le disent pas tout de suite, mais la nature, de toute façon, inspire. Alors, par exemple, Olivier Messiaen, je parlais tout à l'heure des catalogues d'oiseaux. Olivier Messiaen, lorsqu'il se baladait, il se promenait, il notait les chants d'oiseaux, comme ça, et après, il les transcrivait sur sa partition. Vous voyez ? Et d'autres compositeurs aussi. Alors, bien évidemment, Luguet, c'est vrai que la nature a toujours, de tout temps, inspiré les compositeurs. Alors, comment, maintenant... même, par exemple, Isaac Albeniz dans la musique espagnole, les Rumores de la Caleta, c'est la chanson de la calèche, mais lui-même disait dans son recueil Les Iberia, les 4 cahiers d'Iberia, qui sont une peinture pour l'Espagne, d'ailleurs qu'il a failli détruire. Il a fallu que Ricardo Venías, le grand pianiste à l'époque du début du XXe siècle, puisse récupérer les partitions, parce que sinon l'immense cahier des Iberia de Isaac Albeniz aurait été au feu et personne n'aurait jamais entendu cette musique. Il a fallu que Ricardo Venías sauve les partitions in extremis avant que les mette au feu. C'est ça la vraie histoire. Bon, je parlais de Albeniz, c'est la même chose. Il a été inspiré par la nature dans toute sa musique. Et la nature, je pense, est source être régénéré par la nature, de paix, d'harmonie, de couleur et d'inspiration. Et oui, et on se demande presque de quelle manière, en fait, c'est pas un dialogue avec la nature, et de quelle manière c'est pas la nature qui va peut-être vous faire dire des choses pour aussi nous les communiquer. Voilà. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. On va marquer la deuxième pause musicale, une création mondiale que vous avez réalisée autour de Rabbi Jacob. Oui, je précise, c'est pas tout à fait une création mondiale. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on entend la version de Rabbi Jacob en fantaisie concertante, dont le maître Vladimir, en l'occurrence, a transcrite au piano. Donc tout le monde connaît pam pam param pam pam parabara. Tout le monde connaît ça, bien évidemment. Mais je chante pas bien, je suis désolé. Si, Pascal, très mais bien. Je suis plus à l'aise avec mon piano. Mais c'est une création dans sa formation instrumentale que Cosma a écrit il y a quelques années, avec qui j'ai bossé, j'ai travaillé pendant 2 ans. Ça a été assez rude. On va l'écouter, on se retrouve tout de suite après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci encore de nous suivre. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac avec Pascal Gallet. Nous venons d'écouter cette formidable musique aussi qui nous a tous marqués de Rabbi Jacob par le compositeur Vladimir Cosma et interprété par Pascal Gallet. Pascal, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette rencontre avec Vladimir Cosma ? Alors, c'est-à-dire que quand on rencontre Vladimir, on a de toute façon
on rencontre la musique. Vladimir, c'est la musique. C'est avec un grand thème, la musique. Et c'est un homme extrêmement exigeant, dur, rude aussi, dans la façon de travailler. Il est extrêmement assidu dans son travail. C'est un homme aussi, voilà. Et bon, c'est quelqu'un de fantastique. J'ai eu cette chance, et j'ai encore cette chance de le côtoyer, de rester en contact avec lui, parce que bon, c'est quelqu'un de fantastique. Et je suis allé pendant, 2 ans, non, mais une bonne année, 1 an complet, travailler avec lui. Prendre ses conseils, parce que j'allais enregistrer les 2 fantaisies concertantes du Grand Blond avec une chaussure noire et de Rabbi Jacob et d'autres œuvres aussi. Ça a été dur parce que bon, il est exigeant, il est comme tous les compositeurs, et puis ça a été des moments inoubliables. Et d'ailleurs, ce disque a été enregistré chez vous à Aix-les-Bains, au Conservatoire d'Aix-les-Bains. Donc ce disque a un symbole assez extraordinaire. Voilà. Mais c'est vrai que Vladimir, j'ai encore le souvenir de plusieurs séances de travail. Non, il faut que tu travailles ta main gauche. Elle est pas clean. Il y a trop de fausses notes, des micro-fausses notes. Il faut nettoyer. Donc on peut travailler ensemble. Je suis resté des heures avec lui à refaire mes mains gauches seul. Après la main droite. Bon, c'est un homme aussi qui sait vivre aussi, qui sait profiter de la vie aussi. Voilà. Donc à la fin des séances de travail, on terminait toujours par quelque chose à boire ou à manger ensemble. Enfin, c'était super, c'était inoubliable. Quel parcours, quel destin incroyable vous vivez, Pascal Galley. J'ai beaucoup de chance. J'ai envie de vous poser une question que Jacques Brel aurait aimé qu'on lui pose. Jacques Brel, qui a bien sûr un destin aussi incroyable. Ouais. Jacques Brel, il disait, voilà la question que j'aimerais qu'on me pose. Pourquoi je ne suis pas resté à ma place ? Pourquoi je suis parti pour vivre ce destin ? C'est exactement. Alors, parce que quand on rencontre Jolivet, je vous laisse répondre. Ouais. Y répondre, on n'aurait pas le temps. On n'aurait pas le temps. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener par rapport à ça. Exactement. Ça donne aussi le sens de votre destinée, votre vocation. Moi, je le vois vraiment comme une vocation. Quand on entend votre histoire avec André Jolivet, et il y a encore aussi beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Quand on voit aussi tout ce que vous faites. Et Olivier Messiaen aussi. Ouais. Olivier Messiaen, cette mémoire réhabilitée, ressuscitée même d'Ernest Luguet. Oui. C'est incroyable ce que vous faites. Non pas pour vous flatter, mais j'ai envie de quand même de souligner finalement cette responsabilité que vous portez en fait au milieu de tous, puisque la culture est un vrai atout aussi pour grandir en humanité. Exactement. Et je vous remercie pour ça, vraiment. Merci Anne. Mais je vous en prie. Ça me touche beaucoup. Je vous en prie. Mais cette question que Brel voulait qu'on lui pose mériterait effectivement une grande réponse. Mais je dirais juste une chose, rien n'est tracé dans une vie. Peut-être aussi, pour la philosophie, on choisit pas forcément toujours ce qu'on veut faire au début, et puis, est-ce la vie qui nous choisit? Est-ce la destinée aussi? Est-ce le destin qui nous choisit pour telle ou telle chose? Alors, je ne sais pas. La seule chose dont je sais, c'est ma passion pour la musique. Voilà. Et le plaisir que j'ai à jouer, à donner. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon piano que parler comme cela, un micro, ou même avec des amis. Moi, je trouve que vous vous défendez très bien. C'est très gentil à vous, merci beaucoup, Anne. Mais lorsque je me mets à mon piano, je ne ressens plus de fatigue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'échappe, quoi. Voilà, je m'échappe. C'est peut-être en cela où on peut se dire que vous êtes porté par les anges, d'une certaine manière. Je sais pas. C'est une formule. Alors, on va passer à la dernière partie qui est un questionnaire. Ah oui.
à la Proust, entre guillemets, je dirais. Hein, mais bon, pour mieux en fait vous connaître, pour mieux connaître aussi votre cœur d'humain. Alors, je vous avais demandé en fait d'amener un objet, ou en tout cas de nous parler d'un objet, puisque je crois que vous ne l'avez pas, qui vous représente et qui vous évoque, qui évoque en fait votre construction personnelle. Quel objet Mais ma chère Anne, vous m'aviez dit une étape importante de ce que vous vivez aujourd'hui. Oui, une étape, exactement. Okay. Donc moi j'ai pris cela. D'accord. Mais ce que je vis aujourd'hui, je dirais, c'est la continuité de ce que mes maîtres, et je vais tous les citer si vous me permettez, bien sûr, m'ont donné, et l'amour et la passion qu'ils avaient, alors avec leurs personnalités différentes. Paul Crapy, extrêmement un homme distingué, passionné, aimant la nature. Nous y voilà. Il était de Belay, hein. Aimant la nature. Paul Crapy. Ensuite, celle qui m'a donné le feu de la musique. Vraiment, la flamme de la musique. C'était Liane Richepin, qui était la petite fille du grand poète Jean Richepin, et qui a été mon maître durant des années. C'est grâce à elle que je suis rentré au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ensuite, Yvonne Loriot, la femme d'Olivier Messiaen, qui a été mon prof au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, qui m'a donné la structure mentale, comme un ordinateur, d'aller très très vite pour apprendre les œuvres. Pierre Sancan, qui a été le prof de Michel Berhoff, de Jean-Bernard Pormier, qui a été un immense pianiste, qui a hérité la classe au CNSM de Paris. C'est Yves Nat, le grand pianiste spécialiste des sonates de Beethoven, qui a donné la classe à Pierre Sancan. Voilà, j'ai travaillé quand même 2 années avec lui. Et puis, j'en arrive à mon dernier maître, Teresa Iacuna, qui est encore vivante, qui habite près de Lyon, qui est une des plus grandes pianistes espagnoles, qui m'a donné le savoir scientifique du pianisme, c'est-à-dire de la technique pianistique. C'est bien d'avoir toute cette puissance en soi, mais si on n'a pas l'outil pianistique pour le réaliser, c'est même pas la peine de jouer. On peut pas jouer. Donc j'ai travaillé avec elle durement pendant des années en remettant en cause toute ma technique pianistique. Alors que j'avais déjà des prix internationaux, etc., de concours internationaux. J'ai d'ailleurs 6 prix de concours internationaux. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est une très très belle expérience. Voilà, donc d'être dans la continuité de ce qu'ont semé mes maîtres en moi. Et aujourd'hui, je leur rends hommage en les nommant comme cela, parce que je pense que si je les avais pas rencontrés, peut-être que ma carrière et ma vie n'auraient pas été celle qu'elle est maintenant. Alors, je trouve ça très beau parce que on voit aussi ce que vous décrivez finalement, que votre accomplissement se fait aussi avec les autres, vraiment au plus profond de ce que vous êtes. Et je trouve ça très beau. Une citation marquante pour vous qui vous touche, Pascal Gallet. Frédéric Chopin disait dans le Nocturne en do mineur. Je vais raconter cette histoire. Le Nocturne opus 48 numéro 1 qu'il a écrit à Paris. Ce Nocturne en do mineur, Chopin se promenait à Paris à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et il éclata un orage violent. Et c'est justement, il entra dans l'église de Saint-Germain-des-Prés pour se réfugier, on va dire se protéger de l'orage, et il entendit l'office. Et le mouvement central du Nocturne, c'est l'office qui est donné dans l'église. Et ça, Chopin le dit dans ses écrits. Et alors, la citation, Chopin dit, c'est valable pour tous les pianistes, ma main gauche est mon maître de chapelle. Et il a raison. La main gauche, c'est elle qui contrôle tout, qui stabilise tout dans le jeu pianistique. Et ma main droite est mon cœur. C'est vraiment magnifique, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Un conseil qu'on a pu vous donner un jour et qui résonne encore aujourd'hui dans votre vie? De travailler toujours, dur et encore travailler. Il y a 5% de dons et 95% de travail.
travail et d'acharnement et de discipline. Il faut bien le dire aux jeunes, ça. Nous vivons dans une société tellement de zapping, où tout est finalement, on croit que tout est facile. Mais non, les choses arrivent que par le travail. Et en même temps, le travail n'est pas que souffrance. Au contraire, voilà. Quand je dis travail, c'est sérieux, c'est le plaisir de travailler. Voilà, j'ai aussi envie de le souligner, parce que parfois on peut l'entendre comme quelque chose, comme une souffrance. Alors même si, ça nécessite parfois de souffrir quand même un peu, c'est aussi une joie de pouvoir travailler et de pouvoir voir aussi la progression qu'on a. Une musique, Pascal, qui a marqué votre vie. Le début de ma carrière, le trio de Tchaïkovski pour violon, violoncelle et piano, que j'ai joué à l'âge de 30 ans et qui a été le début de ma carrière. Je rêverais de rejouer cette œuvre avec un immense violoniste, un grand violoncelliste, et moi au piano. C'est une œuvre qui dure 50 minutes. C'est à la mémoire de Anton Rubinstein, que Tchaïkovski a dédié ce trio. C'est une œuvre, mais Anne, mais exceptionnelle. Je vous assure, en 3 mouvements. Le deuxième mouvement, c'est des variations, et le final, et c'est extraordinaire. Je rêverais de rejouer ça. D'ailleurs, je l'ai repris l'autre jour pour le plaisir, parce que je me tiens prêt si un jour je dois le jouer. Et quand vous l'aviez joué, au moment où vous l'aviez joué, est-ce que vous vous rendiez compte à ce moment-là, au moment que c'était quelque part un moment extraordinaire de votre vie? Pas forcément, puisque ça a été le début de ma carrière et qui a commencé à l'Opéra de Lyon, où j'ai joué justement ce trio de Tchaïkovski. Et l'opéra venait tout juste d'être construit, mais c'est une salle sombre et j'avais peur, mon Dieu, de jouer cette œuvre. Et je me souviens, c'était avec le violoncelliste Alain Meunier, et au violon, cet immense violoniste que j'adore, Marie-Annick Nicolas, un monstre du violon, à 17 ans, prix Tchaïkovski. Et on le sait même pas en France, personne ne le sait. C'est l'une des plus grandes violonistes françaises. Marie-Annick, ma chère Marie-Annick, on sait jamais si tu m'entendais en voiture, je t'embrasse. Mais j'ai un souvenir, beaucoup d'émotions après ce concert. Parce que je me souviens encore me promener sur le pont. Il y a un pont à côté de l'Opéra de Lyon, je sais pas comment il s'appelle. Et j'étais tout seul. Il y avait personne, aucune voiture. Les gens étaient dans la salle. Et je me souviens encore de ce trio de Tchaïkovski. Dans le deuxième mouvement, il y a une mazurka où le piano joue 4 minutes tout seul. 4 minutes tout seul, alors qu'on est à chaque fois 2, violon et violoncelle et le piano. C'était un moment assez extraordinaire, et c'est le début de ma carrière. Voilà. Un livre de chevet. J'aime beaucoup. Alors un livre de chevet, non, mais un livre que j'aurais aimé écrire, pas forcément, mais j'aime beaucoup Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Ce livre me parle beaucoup. Voilà. Une personne ou une personnalité? 2 personnes. Arthur Rubinstein et le général de Gaulle. Je finis ma phrase, pour laquelle vous avez une certaine admiration. Voilà. Pascal, ce qui vous fait sourire en vous? Mes excès. Des précisions? Je n'en dirai pas. D'accord, très bien. Bonne réponse. Une action que vous avez fait et dont vous êtes fier aujourd'hui, ou qui représente bien qui vous êtes? Alors, il y en a 3, ma chère Anne. Des concerts pour des enfants handicapés que j'ai fait, entre autres, dans l'établissement Les Hirondelles à Aix-les-Bains, où mon petit cousin, Benjamin, est là-bas. Un concert que j'avais donné pour des lépreux à Madagascar. Ça, il faut être capable de le faire aussi. Et un concert que j'avais donné dans la haute prison, un concert que j'avais donné dans la prison de haute sécurité de Meaux. Devant 400 détenus et 250 CRS. Inoubliable. J'imagine. Vous voyez, par exemple, même juste cette dernière question, ça pourrait faire aussi une émission. Oui, je peux en parler. C'est quand même très intéressant, entre les lépreux. Enfin, j'imagine quand même. Et pourquoi Parce que j'étais à Madagascar à ce moment-là, j'avais créé un concours de piano et j'écoutais
J'ai entendu parler un jour un malgache qui disait c'est quand même dommage que ces enfants et ces dames, ces messieurs ne puissent pas venir parce qu'ils sont malades. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ils ont la lèpre. C'était dans un village à 50 km de Antananarivo, la capitale de Madagascar. J'ai écouté, je suis libre aujourd'hui, vous vous débrouillez, vous organisez le concert. Alors là, tout un staff de sécurité, il y avait l'ambassade, il y avait une 50aine de gendarmes, c'est-à-dire que j'étais dans une chapelle, j'avais un masque aussi, parce que, voilà, mais ça... Les lépreux donc étaient au fond de l'église et devant il y avait des espèces de barrières comme des vitres transparentes et tout autour de moi des gendarmes pour s'occuper de ma sécurité et j'ai joué un concert qui devait durer 3/4 d'heure, j'ai joué 3 heures. Donc là aussi vous avez amené la culture, le piano. Ces gamins, et là ça m'a choqué parce que j'ai vu effectivement un enfant, j'ai vu ce qu'était la lèpre. Bon, je n'en parlerai pas à la radio. C'est un moment assez dur, mais j'ai joué. Sûr. Voilà. Donc ça aussi, il faut être capable de le faire. Il n'y a pas de raison que ces gens puissent pas avoir un cadeau aussi dans leur vie, comme aussi ces mecs et ces nanas dans cette prison où bon, voilà, il y a un mec qui vient me voir, qui essaie de me serrer la main alors que c'est interdit. Ok. Et là, j'ai fait une grosse bêtise. D'ailleurs, ça m'a servi de leçon parce que à un moment donné, je sais pas comment ça s'est passé. Je lui donne un stylo et le chef de sécurité immédiatement attrape le stylo. Il m'explique, mais monsieur, ça peut être une arme dans une prison et vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Et donc, il me parle. Le monsieur que vous avez en face de vous, c'est un homme de 40 ans. Il a tué toute sa famille, sa femme et ses 6 enfants. C'est aussi des réalités. Et j'ai joué pour eux Beethoven, Mozart, etc., etc. Voilà. Et plus proche de nous, tu avais offert pour les Aixois une déambulation pianistique de Noël. Tu étais habillé en Père Noël, il y avait les deux chevaux devant la scène mobile des musées Strasbourg de l'époque. Exactement. Et en redescendant la rue de Genève, alors qu'à la base, la déambulation devait se terminer place Carnot, en redescendant la rue de Genève, tu demandes au cocher d'arrêter les chevaux et tu dédilles le nocturne numéro 20, opus posthume de Frédéric Chopin, la musique du film Le Pianiste, à un SDF qui était devant un commerçant. Dehors. Il avait jamais entendu de piano. La musique pour tous. Voilà. La musique pour tous. Je vois l'heure qui passe. Oui. On a un petit peu débordé. Alors pour conclure, en tout cas, le questionnaire, si tout vous était possible, Pascal Gallet, que feriez-vous pour le monde? Déjà, je pense que à travers notre musique et avec notre musique, nous apportons la paix. Donc déjà, faisons-le correctement. Apportons cette paix dont on a besoin parce que le monde est extrêmement instable actuellement. Et je pense que la musique peut apporter cette paix dont nous avons besoin. Et je crois que chacun d'entre nous, en fait, on est tous responsables à notre manière de la paix du monde, de la paix dans le monde. Et la musique surtout évite de faire des raccourcis, d'avoir des préjugés. J'entends dire parfois, aujourd'hui, les Russes ne sont plus nos amis. Je parle de la population russe. De quel droit dit-on ça? Quand on écoute le premier concerto de Tchaïkovski, pour moi, il n'y a que quelqu'un qui aime le monde entier qui peut composer une musique pareille. C'est ton œuvre préférée, Pascal? Bien sûr. Oui, je te rejoins complètement. C'est difficile, je pense qu'il n'y a pas de règles, mais simplement ce que je peux dire, le monde est certes instable, cela peut malheureusement déraper très vite. On le sent, moi qui voyage beaucoup, lorsque vous allez en Asie, il y a ce problème conflictuel entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce conflit aussi entre la Chine et Taïwan, le conflit que nous vivons à nos portes entre la Russie et l'Ukraine et tant d'autres et beaucoup d'autres, et puis aussi le conflit qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens. Je ne veux pas me lancer dans un débat politique, c'est pas ça, mais je dis simplement que la musique peut apporter des réponses à celles et ceux qui appuient sur le bouton. Donc soyons responsables aussi, même dans nos votes, sans faire de politique. C'est aussi important de se responsabiliser et aussi de voter. Dans ta classe de piano, Pascal, à Marseille, tu as une élève ukrainienne et tu as une élève russe.
Alors, ma classe de piano, j'ai une élève russe et une élève ukrainienne, donc il n'y a pas de problème avec la musique. Alors, très bien. Je suis désolée, je vous coupe. On fera peut-être la suite un petit peu plus tard, mais là, je vais être obligée de rendre l'antenne. Un grand merci, en tout cas, à vous, Pascal Gallet. Lionel Berthet, peut-être que vous pouvez nous parler de l'agenda avec les dates, les lieux, les concerts à venir de Pascal Gallet. L'agenda de Pascal, eh bien déjà, à partir de cette semaine, dès les jours qui suivent, les albums. Alors, l'album Passerelle, qui est son dernier. Vous avez entendu Vladimir Cosma, il y a le baiser de l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, il y a la sonate de Rachmaninoff, etc., de fantaisie concertante et de création mondiale. Vous pouvez le retrouver, par exemple, en vente certes sur le site de la Fnac, sur le site de Maglone, mais chez le dernier disquaire de Savoie. Vous savez où il est ? Rue Croix d'Or à Chambéry. Ça fait 100 ans qu'il y a un magasin de musique dans ces lieux. Et Monsieur Mézin, qui le tient, que je salue, est là depuis plus de 50 ans. Ça aussi, c'est la passion. Eh bien, le disque d'Ernest Luguet sera aussi disponible chez lui dès les prochains jours. Vous pouvez aussi le retrouver en vente à Champagne-en-Val-Romey pour nos amis qui nous écoutent du côté du Bugey et de Grand Lac. La Barque, lieu très convivial, et également au château de Pombose à Saint-Pierre-de-Curtille. Très bien, c'est complet, hein. Le festival va démarrer les 20 et 21 juin avec des séances pédagogiques pour les enfants dans les écoles communales de Seyssel, Anglefort, Serrières-en-Chautagne, Saint-Pierre-de-Curtille, Cressin-Rochefort et j'en passe. Mais pour le grand public, vous retrouvez une grande déambulation pianistique de Pascal Gallet et un concert final à Conjus. Donc ça se termine au port de Conjus. Ce sera dimanche 25 août dans l'après-midi. Tu es à l'église de Vérel-Pragondran également, Pascal, la veille, le samedi 24 août. Et puis, il y a bien sûr aussi, en cette année, 50e anniversaire de la disparition d'André Jolivet, dont tu es le spécialiste mondial, cette intégrale qui va enfin paraître en coffret. Tu termines là-dessus, Pascal, tu l'as terminé avec la musique pour deux pianos à Shanghai, justement. Ah oui, ça a été très vite. Mon label m'a demandé d'enregistrer l'intégrale de la musique pour piano d'André Jolivet, ce que j'ai fait avec l'une des plus grandes pianistes actuelles chinoises, qui est professeure aussi au Conservatoire supérieur de Shanghai. Son nom, c'est Chen Jiang. Et nous avons enregistré ensemble à Shanghai donc la musique de Jolivet sur deux grands pianos de marque chinoise, Yangtze River. Et c'est on va dire l'intégrale à deux pianos dure une quinzaine de minutes. Elle sera rajoutée dans le coffret Jolivet de l'intégrale piano qui va sortir en novembre de cette année. C'est cela. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal Gallet, Lionel Berthet, d'être venus dans l'émission de l'épicerie culturelle du territoire. Merci Anne. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir. Pour ceux et celles, ou pour celles et ceux qui veulent retrouver l'émission, il y a bientôt un podcast sur la chaîne YouTube de la Radio Grand Lac. On rend l'antenne avec une dernière musique. Si vous voulez bien la présenter, je crois que c'est Rachmaninoff aussi. Rachmaninoff, oui. Le premier mouvement de la sonate numéro 2 de Rachmaninoff. Vous savez, entre parenthèses, qu'en 1936, à Aix-les-Bains, il y avait Rachmaninoff qui était en train de se faire soigner au Bernascon, et André Jolivet, dont est spécialiste mondial, était en vacances dans la maison du directeur de la Schola Cantorum, Nestor Lejeune, qu'on appelait le Château des Griottes à Chantemerle. Mais je ne sais pas si les deux compositeurs se sont rencontrés. À mon avis, non. Mais quel destin aussi incroyable, notre ville, Aix-les-Bains. Totalement. À très bientôt et merci à vous.